Bienvenue dans cette suite de Tous Entrepreneurs. Je suis Pauline Noack et j'anime ce podcast pour RCF, une radio indépendante qui vit grâce à la générosité de ses auditeurs. Mon invité, Jean-Paul Leraillé, dit volontiers que l'entrepreneuriat, c'est du bon sens. Et il va nous expliquer comment est-ce qu'il met son bon sens en action. Bonjour Jean-Paul. Bonjour, merci pour cette invitation. Eh bien, merci à vous d'être là et je crois que vous avez pas mal de choses à nous raconter. Une belle histoire d'entrepreneur qui a duré entre 1990 et 2022, ouais. Quoique je continue partiellement mon activité dans l'accompagnement. Donc 32 ans à la tête de CESA System. Peut-être racontez-nous ce qui vous construit jusqu'à décider de créer cette entreprise. Alors, en fait, ça correspond à la suite de mon premier métier, où en fait j'étais directeur technique d'une entreprise qui fabriquait du matériel de métrologie. Pour donner un petit peu une image, on travaillait notamment avec des constructeurs automobiles, et donc l'idée c'était de prendre, le constructeur nous confiait donc un arbre à cames de moteurs de voiture, et donc l'idée c'était de le mettre sur des appuis mécaniques, ensuite intégrer des palpeurs électroniques, reliés sur une centrale de mesure, elle-même reliée sur un ordinateur, et on fournissait le logiciel. Donc en clair, l'opérateur posait donc la pièce sur le dispositif, il appuyait sur un bouton, il avait donc l'ensemble des codes déjà sur un écran avec les statistiques associées. Et c'était un niveau de précision assez relevé parce que la précision maximale que j'ai pu développer, c'était 1/10 de micron, sachant qu'un cheveu, c'est 80 microns. Et donc, c'était des installations assez pointues que je livrais en France et en Europe. Mmh. Et bien souvent, quand je livrais les installations qui étaient quand même assez coûteuses, en fait, les clients n'avaient pas de structure, pas de table de contrôle ou de support pour contenir ces moyens assez sophistiqués. Donc, d'où l'idée de créer ces systèmes. Et la vocation première, c'était de créer donc l'équipement, l'organisation de la qualité autour de la métrologie. Donc, vous avez un background d'ingénieur ? Oui, je suis ingénieur. Oui. Et là, vous vous dites, il y a un manque chez mon client, je vais proposer la solution. Voilà, exactement. C'est-à-dire que avant les années 90, le contrôle était plutôt mis en place dans les laboratoires, dans les services de contrôle. Et là, l'idée, c'était de passer à l'autocontrôle, à savoir donc de déléguer le contrôle aux opérateurs. Mais pour ce faire, les moyens n'existaient pas parce que c'était des moyens exclusivement de métrologie dans des laboratoires de métrologie. Et là, clairement, l'objet, c'était de pouvoir déplacer des instruments de mesure très précis, mais en production. Donc, c'était une organisation qui était nouvelle et rien n'existait à ce niveau-là, hormis le matériel de métrologie. Mais le fait de proposer à vos clients de changer d'organisation, ça demande une décision de leur part, donc une acceptation de leur part. Donc au début, il a fallu expliquer le pourquoi, parce que c'était des tables avec beaucoup de fonctions qui permet de répondre au-delà de l'appui du dispositif de mesure, mais ça intégrait l'éclairage, les instruments de mesure, les procédures, les consignes. Et en fait, il a fallu pendant plusieurs années expliquer que ça n'était pas établi, mais que c'était une autre fonctionnalité. Donc, il fallait construire l'argumentaire, construire la nécessité. Et il a fallu plusieurs années, mais c'est un peu comme à l'image des premiers smartphones. Tout le monde a souri quand Steve Jobs a annoncé que dans quelques années, tout le monde aurait un ordinateur dans sa poche. Et aujourd'hui, les téléphones n'existent plus et il n'existe que des smartphones. Donc, c'est un peu un parallèle. Si je comprends bien, vous dites il faut du mobilier pour permettre cet autocontrôle dans les ateliers. Mais finalement, vous avez vendu bien plus que des tables en métal. Vous avez vendu un accompagnement. Voilà. Pour réorganiser le travail. Exactement, parce qu'en fait, l'idée, c'était de répondre à la problématique du client. Mais le client, dans la mesure où c'était un métier nouveau, donc qui est entre l'organisation, l'ergonomie, les conditions de travail, le client n'était pas en capacité de formaliser son besoin. Et donc, en fait, encore aujourd'hui, dans le cadre d'une vente, pour définir un projet avec un client, c'est 80% de conseils et 20% de vente. Pour créer CESA System en 1990... il vous a fallu quoi ? Vous avez dû quitter votre travail salarié ? Oui, voilà, tout à fait. Et donc, j'ai démarré avec 3 produits et 0 client. 3 produits, 0 client. Les produits, vous les avez créés de vos mains ?
Oui, j'ai tout créé. Donc, comment dirais-je, avec des schémas, des dessins, et donc tout ça sur la table de la salle à manger. Donc, ils ont suivi la réalisation des prototypes. Pour ensuite faire des photos, une documentation. À l'époque, c'était pas de la quadrille partout, mais c'était un peu les moyens du bord, mais ça a fonctionné. Et qu'est-ce qui vous a donné la force de croire en vous, en vos produits, en cette nouvelle offre Est-ce que ça venait de loin C'est toujours quelque chose de très difficile à expliquer, mais j'avais quand même la certitude qu'il y avait un marché important à faire, mais sans en avoir la certitude quand même. Donc c'est un peu la dualité, surtout qu'en 90, il y avait eu donc la guerre au mois d'août avec le Koweït, etc. Donc c'était quand même, ça a été 6 mois difficiles. Mais dans la mesure où il n'y avait rien d'existant, alors par contre, la difficulté, c'était de convaincre la nécessité de cette nouvelle orientation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en production ou un peu dans la vie de tous les jours, si on travaille d'ergonomie, aujourd'hui, l'ergonomie est comprise. Il y a 30 ans, l'ergonomie, c'était très nouveau. Un gros point d'interrogation, voire un peu une plaisanterie. Et c'est vrai que d'améliorer les postes de travail, de rendre des conditions de travail agréables pour les opérateurs, en fait, le langage, nous, il n'a pas changé, mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité, une nécessité de bon nombre de clients. À l'époque, vous aviez quel âge ? J'avais 32 ans. 32 ans et un peu d'économie, parce qu'il faut tenir quand les clients disent pas oui tout de suite. Non, pas grand-chose, mais ça l'a fait. Du support, peut-être ? Vous étiez bien entouré ? Non, j'ai démarré tout seul. Ouais. Donc, je faisais, des grandes journées avec la rédaction des devis, les commandes, la mise au point, les visites clients, etc. Donc, quand je dis bien entouré, c'est parfois on a de la famille qui nous pousse ou des amis qui croient en nous. Non, j'ai tout fait tout seul. Tout seul. Et donc, à quel moment, qui est-ce qui vous fait confiance, ou est-ce que vous vous souvenez de ce premier client qui a dit « Ah ça m'intéresse ». Alors, le premier client, ça s'appelait à l'époque Télémécanique, c'était Schneider. Il y avait également, ça a changé de nom parce que c'était Ralston, donc c'est les piles Energizer. C'est les deux premiers clients qui m'ont fait confiance. Et ils ont déployé vos solutions tout de suite très largement, ou ils ont fait des petits pilotes ? Non, des pilotes. Ouais. Des pilotes, oui, c'est toujours d'une façon graduelle parce que faut que ça soit... déjà, il faut déceler le besoin, il faut qu'il y ait une passation de commande, une ouverture de compte. Et puis après, faut mettre en place que les opérateurs l'utilisent. Et puis, dans l'industrie, il y a toujours une certaine prudence. Donc, on commence à équiper un poste, un deuxième. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que j'avais quand même pu décrocher 2 commandes sur 2 grosses structures. Donc, c'était quand même très intéressant. Et ça montrait qu'il y avait de l'avenir. Aujourd'hui, vous êtes, vous dites en tout cas, leader mondial du lean manufacturing. Peut-être qu'on peut redéfinir lean manufacturing. Alors, lean manufacturing, pour donner un petit peu une image simple, ça correspond à tout ce qui est organisation dans les entreprises. Donc, je pense que tout le monde connaît la marque automobile Toyota. Donc, Toyota a développé dans les années 72 le TPS. Donc, c'était le Toyota Production System. Donc, Toyota a vulgarisé des méthodes pour l'amélioration de la qualité, de la production, des délais, etc. Mais en tant que constructeur automobile, ils n'ont pas développé les produits, du moins les outils pour cette mise en œuvre. Et l'objectif que je m'étais défini, c'était effectivement de construire les outils pour mettre en place toutes ces démarches. Donc toutes ces démarches ont des noms un peu particuliers comme le Lean Manufacturing, le 5S, la TPM et autres. Mais pour faire un résumé simple, c'est avant tout des méthodes de bon sens qui sont appliquées d'une façon systématique, avec toujours à la clé des résultats qui sont pertinents et qui permettent d'améliorer les performances des entreprises et surtout de les faire grandir. Et c'est vrai que même encore aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi Toyota réussit ? Mais effectivement, Toyota, ils ont un modèle de production qui est au-dessus des autres. Qu'ils appliquent dans toutes leurs usines, même quand elles sont en France. Voilà, d'une façon systématique. Et effectivement, c'est une application qui est mise en place initialement au Japon, mais c'est les mêmes méthodes qui sont développées dans toutes leurs usines, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en France. Et c'est une méthode qui est absolument universelle. Et c'est une méthode qui agit sur la performance, mais sur la productivité, mais aussi sur la qualité. C'est important, ça. Sur la qualité, en fait, ça s'appuie avant tout sur l'humain.
Parce qu'en fait, au final, le nombre de voitures ou la qualité des voitures, certes, il y a des machines, mais c'est avant tout l'humain qui produit. Et le principe, c'est de s'appuyer sur la compétence des opérateurs, les faire grandir. S'il y a un aléa, c'est de rechercher la cause racine et de l'éradiquer. C'est de prendre en compte toutes les remarques des opérateurs. Un peu comme les petits ruisseaux, c'est de faire une amélioration à l'image, c'est faire une amélioration une par jour, une par semaine. À la fin de l'année, ça fait toujours des améliorations conséquentes. Donc, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue, donc c'est s'améliorer tous les jours, au bénéfice des clients. Et s'il y a bénéfice pour le client, il y a bénéfice pour l'entreprise, mais pas l'inverse. Et étant donné que c'est votre métier depuis plus de 30 ans, et que vous étiez même un peu mouillé là-dedans bien avant de créer ces systèmes, quel impact ça a sur votre vie personnelle, cette recherche de mieux faire, de faire de manière plus qualitative? Comment ça résonne? Je pense que c'est... En fait, je suis comme ça. Ça m'étonne pas. Donc, on peut pas bien faire, on peut pas bien vendre ces principes-là sans les ressentir. Oui, voilà. On peut pas faire la promotion du violon si on sait pas jouer le violon. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je suis plutôt organisé. J'essaie tout le temps d'améliorer les choses, mais c'est plutôt naturel. Enfin, j'ai pas trop d'efforts à faire là-dessus. Je suis fait comme ça. Donc, c'est une manière de vivre. Ouais, voilà. Mais par contre, c'est pas la rigueur extrême, parce que la rigueur extrême, c'est extrêmement pénalisant. Ça ferme les portes, etc. C'est pas très épanouissant, voilà, en résumé. Donc, en fait, faut un cadre, une vision, une direction, mais il faut néanmoins avoir des espaces assez larges pour pouvoir œuvrer et pouvoir partager autour de tout le monde, oui. Et justement, c'est vrai ça dans l'entreprise, quand vous préconisez une nouvelle structure d'organisation, quelle place vous laissez justement à cette petite note de fantaisie? Alors, c'est dans la conception du produit. En fait, alors l'originalité des produits système, du moins des postes de travail, c'est qu'en fait, on a développé donc des profils aluminium qui sont rainurés, et on est le seul fabricant au monde à proposer et à fabriquer des mobiliers techniques en série en aluminium. Donc ça existe d'une façon très parcellaire ou en spécial. Et l'intérêt de ces profils aluminium qui sont donc rainurés permettent de fixer en 3 secondes n'importe quel produit, n'importe quel accessoire. Et ce qui fait que n'importe quel opérateur, droitier, gaucher, grand, petit, etc., pourra peaufiner son poste. Et justement, c'est cette marge de manœuvre qui est offerte à tout le monde, qui permettra d'optimiser les choses. Parce que si on limite trop autour d'un humain, clairement, c'est quelque chose qui n'est pas durable dans le temps. Donc l'idée, c'est d'associer la flexibilité, la modularité. Et là, en termes de modularité, dernièrement, ça fait quand même au moins une quinzaine d'années, donc on a développé des postes électriques et qui permettent de répondre à toutes les tailles, entre un opérateur qui va travailler la nuit, le jour ou l'après-midi, 3 tailles différentes. Et la seule solution qui vaille, c'est le poste électrique. Et donc aujourd'hui, on a 2 gammes, une gamme de postes fixes et une gamme de postes électriques qui inclut les dessertes. Et c'est vrai qu'en termes de gamme de postes électriques, on propose aujourd'hui la gamme la plus large pour les clients, donc un peu partout dans le monde. Donc vous observez beaucoup les opérateurs travailler et ça vous donne de nouvelles idées? Voilà, alors en fait, quand on définit un projet avec un client, nous on insiste toujours, alors de discuter avec le directeur de production, le chef de service, c'est très très bien, et nous on demande toujours de dialoguer avec l'opérateur, parce que c'est l'opérateur la personne la plus apte à nous donner les bonnes informations, et si l'opérateur est satisfait, son chef sera satisfait et la qualité va s'améliorer, les délais, etc. C'est avant tout la voix de l'opérateur. Et ça développe aussi l'acceptabilité de l'opérateur quand on échange. C'est plus que ça, c'est-à-dire qu'en fait on le définit avec l'opérateur, donc ça veut dire qu'en fait c'est plus le poste, c'est son poste. C'est son poste auquel il a réfléchi, il a été écouté. Donc quand on vous amène un produit qui correspond à toutes vos attentes, vous êtes super content. Mais vous dites pourtant que vos produits aujourd'hui sont faits en série, donc ce sur-mesure, il est fait en assemblant. Alors en fait, on a plusieurs typologies de produits. On a des produits qui correspondent à des produits de consommation, donc des protège-documents, différents accessoires. Après, des produits qui sont fabriqués sur des mini-séries, donc c'est des séries qu'on appelle des séries économiques. Et puis après, tous les gros projets, c'est toujours un produit de base autour duquel on va associer énormément de composants modulables. Et
Et c'est vraiment la combinaison de tout ça qui va faire le poste spécial pour le client. Et là, par contre, dans ces commandes spéciales, tous les accessoires sont fabriqués en série économique, le poste aussi, mais c'est vraiment la globalisation de la commande pour chaque client qui est spéciale. Donc en fait, on fait de la série avec des composants standards, et c'est vraiment l'association qui va faire la spécificité de chaque client. Et si on regarde du point de vue du temps que vous dédiez à la recherche et développement à l'intérieur de CESA Systèmes, est-ce que vous avez une cellule qui réfléchit totalement hors sol par rapport aux ateliers que vous visitez justement quand vous installez des nouveaux établis avec tout le matériel? Ou est-ce que tout se fait au contact du client? Et puis combien ça représente dans vos investissements? L'entreprise, moi personnellement, j'ai toujours été orienté sur l'innovation. Dans ma vie, j'ai toujours créé, même encore plus jeune. Et j'ai vraiment une nécessité de créer. C'est comme un écrivain, il a besoin d'écrire. Un peintre, il a besoin de peindre. C'est vraiment une nécessité absolue pour moi. Et donc, pour donner quelques chiffres, l'innovation aujourd'hui, c'est près de 8 brevets, 240 modèles déposés. Donc voilà un petit peu c'est vrai que alors il y a un service recherche-développement naturellement, mais pendant très très nombreuses années, c'est moi qui dessinais sur des schémas et autres. Après, donc naturellement, j'avais une équipe pour mettre tout ça sur 3D. Mais l'idée, c'est difficile à définir le comment et le pourquoi, mais c'est un peu comme deux oiseaux qui se croisent. Ça dure une milliseconde, il faut attraper l'idée, il faut l'exploiter. Et après, on construit au fur et à mesure tout un programme comme ceci. Ouais. Donc ces idées, elles se font pas forcément en écoutant le besoin du client, mais parfois en mettant ensemble. Voilà, parce qu'en fait, alors on s'imagine que le client averti va avoir des idées, mais quand je pose la question à n'importe quelle personne, et je peux vous la poser, vous conduisez une voiture depuis fort longtemps, donc si je vous pose la question, quelle est votre voiture ou quelle sera votre voiture idéale en 2030 ? J'irai à pied, ça sera plus simple. Voilà. Et donc, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vraiment de clients qui nous donnent exactement leurs besoins, etc. C'est à nous, en l'occurrence, c'était à moi pendant de nombreuses années, de se mettre à la place du client et d'imaginer qu'est-ce qu'il a besoin sans qu'il puisse le formaliser. Comme l'iPhone ou l'iPad exactement. De Steve Jobs. Exactement. Et donc aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent à la recherche et développement chez CESA? Donc là, c'est entre 5 et 8 personnes. Ouais. Et vous êtes combien au total? Une cinquantaine de personnes. Ensuite, il y a donc un réseau de distributeurs. Donc si on prend notre force commerciale et tous les distributeurs donc en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Nord, aujourd'hui il y a près de 50 personnes qui vendent des produits CESA Systèmes de par le monde. Et donc 50 personnes à Cricbeuf Et 50 personnes à Cricbeuf. Donc, alors on est très orienté sur la partie RSE, mais depuis le départ, à savoir que l'aluminium c'est le seul métal qui peut être retraité à concurrence de 80%. Parce qu'en fait, il y a peu de nuances d'aluminium, à l'inverse de l'acier, où il y a beaucoup de nuances. Un acier, s'il est corrodé, s'il est peint, ça ne peut pas se retraiter. Donc nous, en fait, on a intégré cette notion-là depuis le départ, ce qui fait que, voilà, en termes de RSE, on est comme assez bien placé. Bon, maintenant, on met en place des cotations EcoVadis parce que c'est la nécessité du marché, mais c'est des choses qu'on a toujours intégrées, comme par exemple au niveau de la sous-traitance des produits, parce que nous, en fait, notre métier, c'est d'être concentré sur la partie R&D, la partie assemblage, le marketing, le commercial, mais plier de la tôle ou peindre, il y a des gens très très spécialisés là-dessus, et notre réseau de sous-traitants, ça s'inscrit sur un rayon d'environ 80 km. Donc en fait, on a toujours, voilà. Donc en fait, j'ai toujours une volonté de rester local, parce qu'en fait, je pars du principe que si on peut développer un écosystème, on aura des clients. Si tout est sous-traité en Chine ou en Roumanie, c'est clair qu'on détruit l'environnement industriel et trouver des clients sans environnement industriel, c'est un petit peu compliqué. Donc moi, c'est toujours une idée que j'ai défendue. Donc depuis 3-4 ans, ça me fait sourire parce qu'on revient à ces idées-là, mais c'est que du bon sens encore. Si on a peu d'usines autour de chez soi, ça veut dire qu'on a peu de clients et donc il faut aller chercher les clients beaucoup plus loin avec des risques plus importants et des coûts plus importants. Est-ce que tous vos fournisseurs qui le peuvent sont vos clients ?
Oui, en général, oui. Oui. En général, oui, oui. Mais bon, après, c'est du bien d'équipement. Donc, en fait, on n'est pas dans du produit consommable. Donc, ça veut dire que quand on vend à un client, faut attendre une nouvelle chaîne, un nouveau produit. Oui. Donc, on va retravailler avec une belle commande sous 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, c'est des produits durables quand même. Oui, exactement. Alors, c'est un peu la contrepartie, mais sur le plan philosophique, c'est plus notre image. Donc, si on repart en arrière, donc 1990, vous êtes tout seul, vous créez Cesa Systèmes, vous prenez votre bâton de pèlerin et puis vous allez taper à la porte des prospects. Il y a 2 grandes entreprises qui vous font confiance. Je peux imaginer que ça fait boule de neige derrière. Oui, parce que au départ, je visitais les clients, c'était très fastidieux parce que je faisais jusqu'à 8 rendez-vous par jour et bon, le rendement n'était pas à la hauteur, hein, c'est normal. Et donc, je me suis dit, il fallait absolument que je trouve une solution. Donc, en fait, dès 1991, j'ai envoyé des mailings et ça a bien fonctionné parce qu'en fait, le premier client qui a répondu, c'était Valeo. Ah oui. Qui a pas mal d'ateliers à l'époque, qui devait faire encore beaucoup de choses. Pas mal d'usines, et ce qui fait que, en fait, donc ça a été vraiment un peu le début du marketing. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est comme assez actif sur le plan marketing, que ça soit de l'envoi postal, du emailing, les réseaux sociaux, etc., etc. Et c'est vrai que ça a permis tout de suite d'élargir et puis surtout d'éviter de visiter X clients avec beaucoup de temps à passer et un retour pas toujours important. Alors que là, ça permettait de se concentrer sur les demandes de clients qui répondaient au mailing et voilà, de pouvoir faire grandir l'entreprise comme ceci. Tout à l'heure, en préparant, vous m'avez dit que vous étiez le seul à proposer ce que vous proposez. Comment vous l'expliquez ? En fait, la première chose, c'est de se mettre à la place du client. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui parlent nouveaux produits, volume, imposer des standards, leur façon de voir, etc., etc. Et moi, je suis toujours parti du principe que c'est le client qui avait toujours raison et c'est le marché qui a raison. Et si on écoute bien le client, si on écoute bien le marché, etc., on a de plus grandes chances d'être en cohérence avec les nécessités du marché. Mais oui. Pardon, vous n'aviez pas terminé. Et donc, pourquoi leader ? Parce qu'en fait, c'est un marché nouveau. Et alors, pourquoi on est atypique ? C'est que normalement, il y a une société qui fabrique des tableaux, une autre société qui fabrique des mobiliers, une autre société qui va fabriquer des jeux. En fait, on a la capacité de pouvoir intégrer énormément de compétences. On sait travailler l'aluminium, l'inox, l'acier, le bois, le PVC, le verre, la sérigraphie, l'électricité, et j'en passe. Et ça, mes observations font qu'effectivement, il n'y a pas non plus beaucoup d'entreprises qui savent gérer ces techniques. Et c'est vrai que souvent, une entreprise a une technique, une autre entreprise, ça serait une autre technique, mais il y a peu d'entreprises qui intègrent beaucoup de techniques. Et moi, c'est ce que j'adore. Mais pour utiliser un terme de l'entreprise, c'est ça la barrière à l'entrée, c'est de maîtriser plusieurs métiers ? Exactement. Voilà, tout à fait. Donc, c'est vrai que de savoir gérer la création d'un jeu, c'est un autre métier. Hein, vous faites des jeux pour pédagogiques. Pédagogiques, donc en fait, ce sont des outils de formation pédagogique qui sont utilisés pour les clients pour mettre en place donc ces formations pour améliorer, encore une fois, donc la qualité, les délais, etc. Mais en utilisant vos produits. Et donc, alors, ça, c'est la première étape, le jeu. Et naturellement, quand la formation est dispensée, en fait, il faut équiper l'usine. Et donc, nous, en complément, on livre les produits qui viennent derrière les jeux. Donc, en fait, on est en mesure, dans une usine, de vraiment gérer la demande de A à Z, de la formation jusqu'à la mise en place et la diffusion de tous les produits dans les usines du client. Et ça, c'est une force. Ça, c'est une force. Et ça, vous le faites aujourd'hui dans le monde entier, potentiellement. Ouais, exactement. Oui. Exactement. Ouais. Et donc, comment est-ce que, de tout seul, vous arrivez à 50 personnes ici en Normandie, plus tous vos experts dans le monde, comment est-ce que vous avez organisé, justement, ce déploiement ? Alors, ça passe déjà par la formation des collaborateurs, notamment les chargés d'affaires. En fait, ils sont tous formés aux outils du lean manufacturing, tout ce qui est démarche d'amélioration. Ils sont formés à la qualité, ils sont formés à l'ergonomie, ils sont formés à la sécurité. Et c'est vrai que l'image de nos chargés d'affaires, ce sont des experts qui vont aider les clients. Et c'est vrai que quand on va visiter un client, on a souvent des remerciements parce que dans les entreprises, il n'y a pas de spécialiste ergonomie pour définir le poste idéal. Il n'y a pas de spécialiste
spécialistes Lean pour définir le tableau idéal, etc. Et c'est vrai que ce sont des compétences qui n'existent pas et pour lesquelles il n'y a pas de diplôme. C'est vous qui les avez formés ? Oui, naturellement, oui. Et les premiers, ils sont venus ou c'est vous qui êtes allés les chercher ? En fait, comme il n'y a pas de profil, en fait, la formule idéale, c'est de prendre quelqu'un de bien formé, volontaire, qui soit ouvert. Et en fait, on lui apprend, parce que la façon de vendre par elle-même, donc donc j'ai développé un book spécifique sur la partie commerciale, associé à des documents complémentaires pour la formation sur tous les thèmes. En fait, on apporte toute la formation complète avec les quiz qui vont à la fin, etc. C'est extrêmement poussé, mais c'est une nécessité parce que il n'y a pas de diplôme sur le marché, donc on est obligé de faire la formation. Sachant qu'après, quand ces formations sont faites et que la personne est amenée à évoluer dans d'autres entreprises, en fait, c'est la même méthode qu'il utilise avec des produits différents. Donc, comme quoi la méthode est universelle. Et cette méthode, vous l'utilisez comment en interne de César ? Alors aujourd'hui, le cursus de formation, c'est 3 semaines pour un chargé d'affaires, avec la formation de tous les produits, de toutes les méthodes. Il a un passage dans tous les services de l'entreprise. Il passe pratiquement 2 ou 3 jours en production, avec les opérateurs de production. Et comme ça, donc, il peut maîtriser davantage les définitions avec les clients. Parce que, outre l'association, tous les composants, tous les accessoires, ça lui permet aussi de découvrir un environnement de production. Mais ma question était un petit peu différente, c'est comment est-ce que vous appliquez le Lean Manufacturing à votre propre entreprise ? On le fait tous les jours, c'est-à-dire tous les matins, il y a donc une réunion de performance où en fait on va donc faire l'état donc des résultats de la veille, les objectifs du jour, la gestion des aléas, des retards fournisseurs, etc. Et donc tout ce qu'on vend, alors c'est vrai que c'est une question très intéressante, tout ce qu'on vend en fait on le pratique avant de le vendre chez le client. Donc la totalité des postes de travail sont électriques. Donc le logiciel CESA-Hub qui permet donc d'afficher en digital tous les indicateurs, on l'utilise depuis plusieurs années. C'est vous qui l'avez créé ? C'est moi qui l'ai créé. Donc en fait tous les produits qui sont dans le catalogue sont tous testés, approuvés et appréciés par nos collaborateurs. Et l'intérêt aussi c'est que c'est encore plus rapide qu'un retour client. Là on a vraiment le retour des opérateurs et il n'y a pas d'écran. C'est-à-dire que si un nouveau produit présente des failles, l'opérateur dans les 3 secondes il le dit. Et dans les 5 minutes, c'est corrigé. Et c'est apprécié par vos collaborateurs, les gens qui viennent travailler avec vous ? Oui. Pourquoi ? En fait, ils sont tous, partie prenante et leur parole est toujours tenue en compte. Ouais. Et alors, pour aller jusqu'au bout donc, de la démarche, donc en fait, il y a à peu près 10 ans, j'avais créé César IDE, où en fait, chaque opérateur, chaque collaborateur peut apporter une idée. Et après, donc, il y a un principe donc, d'analyse de l'idée, mais généralement, l'idée, l'objectif, c'est de la faire aboutir jusqu'à un produit, une amélioration. Et pour me suppléer, donc, depuis 3 ans, j'ai créé donc, un groupe de créativité donc, d'une dizaine de personnes, où on se réunit une fois par mois, justement, pour imaginer les produits du futur. Et vous continuez à collecter les idées des uns et des autres, même ceux qui ne sont pas dans le groupe ? Oui, voilà, tout à fait. Donc le groupe de créativité permet de traiter, d'exploiter les idées qui arrivent dans la boîte à idées. Et puis aussi des retours de clients, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir co-créer ensemble, en fait. Et ça peut être des idées, ou en tout cas à l'usage de votre entreprise ou à l'usage des clients ? Ouais, exactement. C'est soit pour améliorer donc dans l'entreprise, ça peut être pour améliorer un produit dans l'entreprise, soit ça peut être pour améliorer un process dans l'entreprise. La qualité de vie dans l'entreprise. La qualité de vie dans l'entreprise, tout à fait. Ou pour intégrer des nouveaux produits, mais en fait l'idée c'est pas d'intégrer un nouveau produit pour un nouveau produit, c'est d'intégrer un produit qui permettra de rendre service au client. En fait, nous l'idée c'est comment naît un produit, c'est la réponse à la question comment peut-on faire pour mieux aider nos clients à mieux travailler demain. C'est vraiment ça la belle orientation client. Si vous aimez ce podcast et avant d'écouter la suite, je vous invite à soutenir RCF par un don. RCF a fait le choix de limiter la publicité au maximum et de vivre grâce aux dons de ses auditeurs. Vous pouvez soutenir RCF en Normandie en faisant un don sur rcf.fr ou par un don SMS en envoyant au 92 712 RCF 5 pour un don de 5 € ou RCF 8 pour un don de 8 €. Ce montant sera débité sur votre facture d'opérateur mobile. Merci, voici maintenant la suite du podcast.
Et vous diriez qu'il y a un véritable ADN dans votre entreprise ? Oui, tout à fait. Les gens le reconnaissent, enfin c'est... Bon, à faire dire, c'est pas facile, mais oui, ils le reconnaissent. C'est-à-dire que bon, déjà, on a un environnement de travail qui est quand même très bien structuré. Enfin, c'est une belle usine, tout est propre, tout est structuré. J'espère, avec tout ce que vous voilà. vendez. Donc les opérateurs, pour vous donner un petit peu une image, bon, à l'atelier, ils salissent pas les mains. Enfin, l'aluminium, c'est propre, vous le coupez, ça fait des copeaux, mais c'est pas des copeaux qui sont sales. Donc il y a un niveau de propreté assez pertinent. Et puis, ce qui donne aussi une grande fierté à l'ensemble des collaborateurs, c'est qu'on a la chance de pouvoir travailler avec des grands comptes. Donc nos clients, c'est Renault, c'est Alpine, c'est Porsche, c'est Mercedes, c'est Danone, c'est Schneider, c'est Sanofi. Enfin, on travaille avec toutes les plus belles entreprises du monde. Donc, c'est vrai, c'est une fierté pour les collaborateurs d'œuvrer pour ces marques. Mais la contrepartie, c'est qu'effectivement, pour travailler avec ces entreprises-là, faut avoir un niveau de qualité qui soit supérieur. Et c'est un peu la remarque qui s'applique à l'export. Pour travailler à l'export, un client allemand, il va acheter un produit français que si il ne trouve pas ce même produit sur le marché allemand. Donc ça veut dire qu'en fait, il achètera un produit qui soit meilleur que le produit national. Donc ça veut dire que ça pousse un niveau d'exigence relativement important. Et quand vous livrez un produit, par exemple chez Airbus, c'est impossible de livrer un produit qui ne convienne pas. Enfin, c'est juste impossible. Donc il faut qu'on soit meilleur que les attentes du client. Donc vous n'avez jamais fini de vous améliorer. Pourquoi est-ce que vous êtes installé à Cricqueboeuf-sur-Seine ? Personne ne connaît Cricqueboeuf. Moi, les Normands connaissent, mais... J'habite au Rouen. Mais alors, pourquoi Cricqueboeuf ? C'est qu'en fait, j'ai créé à Louviers, en 1990, en location, comme tout le monde. Hein. Donc, je suis resté 8 ans en location. Et après, comme l'entreprise était basée à Louviers, moi j'habitais Rouen, il y avait donc un espace qui devenait disponible à Cricqueboeuf. Alors pourquoi l'emplacement de Cricqueboeuf ? En fait, c'est exactement au nœud un nœud d'autoroute, donc c'est la sortie numéro 20. Et l'intérêt, c'est que déjà pour les salariés, il y a beaucoup de salariés qui étaient du côté de Pont-de-l'Arche, Elbeuf et autres, donc c'était intéressant. Pour moi, ça l'était également. Et l'intérêt aussi, c'est qu'en fait, quand vous êtes situé sur un nœud d'autoroute, vous pouvez faire arrêter tous les camions. Donc, aucun problème de livraison, même si les conditions climatiques sont difficiles. Et on a une visibilité sur l'autoroute. Bon, c'est un peu moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a des arbres. On voit quand même, oui. On voit quand même, surtout l'hiver, quand il y a moins de feuilles. Et ce qui fait qu'en fait, on peut faire venir beaucoup de clients. On reçoit en moyenne pratiquement 600 clients par an. Et finalement, votre usine, c'est un peu un démonstrateur de ce que vous vendez. C'est exactement la vocation. Donc, il y a un showroom qu'on appelle Académie, donc il y a pour vocation de former, de présenter tous nos produits en usage, en fonction, de former nos collaborateurs, nos distributeurs, et surtout de recevoir des clients pour expliquer un petit peu les outils d'Yvelines ou pour pouvoir co-construire leurs projets. En 32 ans à la tête de l'entreprise, est-ce qu'il y a eu des moments, des passages à vide ? Le passage à vide, c'était 2008, mais ça, c'est comme tout le monde. Et puis, le Covid. 2008, vous avez eu peur, c'est ça ? Ou qu'est-ce qui s'est passé ? Non, en fait, dans ces cas-là, les revenus tombés. Les investissements sont fermés, sont bloqués. Donc, donc nous, on subit les clients. Hein, donc, il y a eu une grande peur de toutes les entreprises qui ont fermé toutes les vannes de l'investissement. Et ça s'est reproduit avec le Covid. Et dans les deux cas, comment est-ce que vous avez réagi, vous ? Parce que les entrepreneurs n'ont pas tous réagi de la même manière face à ça. En fait, quand on a été obligé on a fermé 6 semaines. En fait, on n'a pas fermé. Parce qu'en fait, comme on travaille beaucoup avec le domaine de l'agro, de la pharma, etc., qui sont tous restés ouverts, en fait, je me suis dit, ils avaient beaucoup à communiquer sur le Covid, mettre en place donc pas mal d'éléments de sécurité donc, qui sont dans notre programme. Donc moi, je suis parti du principe que de toute façon, pour ces gens-là, il fallait rester ouvert. Donc en fait, on est resté ouvert, donc c'était que 30% des effectifs. Et évidemment, la force commerciale n'avait pas je ne pouvais pas les faire rester au bureau. Et durant ces 6 semaines-là, en fait, on a travaillé, mais d'une façon énorme, sur l'actualisation de la base de données commerciale. Donc, ça veut dire que pendant 6 semaines, tout le monde a fait du LinkedIn, du Phony, etc. Et ce qui fait que ça a permis de redémarrer d'une façon plus pertinente, ou du moins avec une base de données plus à jour, des contacts plus d'actualité, etc. Et ça nous a permis de redémarrer plus vite que tout le monde. Oui. Et vous n'avez jamais perdu espoir ? Globalement, quand ça va bien, c'est une question qu'on ne se pose pas. Oui. Et pour vous, ça allait bien tout le temps ?
Malgré ces deux... Bon, c'est des à-coups, hein, mais... Oui, c'était des à-coups qui étaient... de toute façon, tout le monde le savait que c'était momentané. Hein, donc, la seule question, c'est que personne ne connaissait le laps de temps où ça allait ralentir. Mais de toute façon, je savais que ça allait redémarrer. Hein, donc, et finalement, Cesa System a toujours été en croissance ? Oui, toujours, globalement, oui. Bon, sauf avec le Covid, c'est vrai que ça a donné un petit peu un arrêt et puis ça a changé un petit peu le marché. Hein, donc, mais globalement, oui, on a toujours été en progression. Et qu'est-ce qui fait que il y a quelques années, je ne sais pas quand est-ce que vous avez pris votre décision, vous avez décidé de passer la main ? Alors, il y a plusieurs solutions qui s'offraient. Hein. Les solutions assez conventionnelles, c'est de trouver un industriel et de vendre et de toucher un chèque. Comment et quand vous avez décidé de passer la main, d'abord, avant les solutions ? Je l'ai préparé au moins, donc la session c'était en 2022, je l'ai préparé au moins 5-6 ans avant. Hein. Et vous aviez envie de passer la main ? Oui, tout à fait. Oui. Pour pouvoir avoir du temps pour faire autre chose ? Disons, il y a un temps pour chaque chose. Moi, je me suis fait beaucoup plaisir pendant un certain nombre d'années et malheureusement, j'ai vu des exemples de chefs d'entreprise qui n'ont pas voulu écouter leur corps et qui ont été au-delà et c'est très compliqué à gérer. Donc, en fait, moi, je voulais vraiment le faire en ayant tous les moyens. J'entends santé et autres. Et donc, les choix étaient relativement simples. C'était donc soit trouver un industriel qui achète donc l'ensemble de l'entreprise. Le dilemme, c'est que cette entreprise-là aurait imposé ses standards. Et comme on est une entreprise un petit peu atypique, ça aurait été... pour ma part, j'avais la certitude que ça n'aurait pas été. Après, l'autre solution, c'est un fonds de pension. Pas un fonds de pension, un fonds financier, pardon. Mais avec certainement de nouvelles directions, etc. Et je pense que le résultat aurait été un peu le même. Et la dernière solution, c'était de faire confiance à des collaborateurs. Donc, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Donc, je leur ai proposé le deal. Et vous avez choisi 2 collaborateurs. Voilà, 2 collaborateurs, donc, dont le directeur commercial, qui travaillait depuis 14 ans avec moi, et puis le directeur financier, qui travaillait depuis 4 ans et demi avec moi. Et comment est-ce que vous vous êtes assuré qu'ils étaient compatibles pour travailler en binôme ? C'est eux qui se sont arrangés. C'est-à-dire, moi, j'ai posé la question à l'un d'entre eux, mais je me suis abstenu de poser la question sur le deuxième. Donc, c'est eux qui se sont trouvés complémentaires. Bon, naturellement, j'ai suggéré, mais bon, dans une entreprise, il n'y a pas non plus beaucoup de personnes qui peuvent reprendre. Hein. Donc, ça s'est dessiné plutôt assez naturellement. Et ils étaient tous les deux candidats à la reprise, enfin ils avaient ça dans leur tête quelque part, ou c'est venu pour eux ? Pour l'un des deux, oui, assurément. Pas en termes de timing, parce que j'ai préféré prendre des personnes jeunes. Parce que je partais du principe que, moi j'ai démarré à 32 ans, j'avais quand même pratiquement 30 ans devant moi, donc on peut construire de belles choses en 30 ans. Alors c'est vrai que la prudence, ça aurait été de vendre à quelqu'un qui a 45 ans ou 50 ans, mais ça faisait 10-15 ans devant et je trouvais que c'était un peu trop juste. Alors certes, l'avantage, c'est que ça aurait été une personne expérimentée, mais pour un circuit un petit peu court. Et inversement, quelqu'un de plus jeune, il y a plus de choses à apprendre, mais le chemin est plus long et c'est plus pertinent, surtout quant à la pérennité de l'entreprise. Et donc, comment s'est passé ce processus de cession donc, vous identifiez les deux repreneurs. Donc le business plan, c'était clair que je ne devais absolument pas m'en occuper parce que ça aurait été le plus mauvais des services que j'aurais pu rendre. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ça soit eux qui s'approprient le projet. Donc, si on m'a sollicité pour avoir quelques renseignements, quelques informations, etc., mais je me suis interdit d'être partie prenante dans le business plan parce qu'il fallait que ça soit absolument leur projet. Et puis après, on s'est rapproché un peu des formules assez usuelles pour les reprises d'entreprise. En fait, il s'avérait que plus on dépend de grands organismes, plus c'est compliqué. Au final, c'est beaucoup de réunions lourdes, complexes, avec des répétitions, des justifications. Enfin, en termes de liberté, c'était vraiment pas la formule. Et c'est vrai que CSM, nous, on a toujours été libre. En fait, on n'a jamais dépendu de quelqu'un. Et c'est vrai que c'était pas possible
d'être bridé par des comptes rendus, des reportings, etc. Enfin, même si c'était bienveillant, bon, ça, c'était pas dans notre ADN. Ce qui fait qu'au final, en fait, à 3, on s'est dit, on va se débrouiller tout seul. Donc, en fait, on a été voir les banques. Enfin, ils ont été voir les banques. Et donc, on a pu organiser les choses. Ça s'est très, très bien passé. Et ils ont tout racheté ou vous avez gardé un tout petit peu? Alors bon, l'entreprise, c'est quand même assez lourd. Donc, il y aura deux passages, en fait. Il y aura deux tours de table, comme on dit. 2 tours de table. Voilà. Et vous restez aussi physiquement, opérationnellement dans l'entreprise, voilà. Donc partant doucement, en fait, c'est ça? Voilà. Alors ça, c'était aussi une condition de la reprise, enfin, notamment des banques. En fait, je suis un peu la caution morale. Donc la première année, c'était 4 jours de travail au lieu de 5. Après, je suis descendu à 3, 2. Et aujourd'hui, je travaille une journée en présentiel et une petite journée à distance en répondant aux mails, aux sollicitations, etc. C'est pas trop difficile pour vous? Pour moi, non, parce que c'est quand même très intéressant. Ma mission, c'est surtout de faire la formation, parce que les produits sont de plus en plus complexes, d'organiser des webinars pour nos clients, et puis j'ai une part assez importante sur le développement du nouveau logiciel, qui est en constante évolution. Sachant que c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de temps, de la disponibilité d'esprit, et eux aujourd'hui sont quand même très très occupés. Ils participent néanmoins à ce développement, naturellement, mais c'est une part importante de mon emploi du temps aujourd'hui. Ouais. Mais c'est quelque chose de passionnant parce que c'est le développement logiciel, c'était l'objet de mon premier métier, et pour moi c'est vraiment très très intéressant. Et pour vous, c'est pas trop difficile de lâcher les rênes finalement? C'est plus vous qui dirigez la boutique? Alors, sur l'aspect opérationnel, pas du tout, parce que c'est eux qui le gèrent, sur la partie production, commerciale, marketing, etc. Donc moi, je reste plutôt dans la partie R&D, formation, et la créativité, ça a toujours été quelque chose que j'adorais. Mais au bout de 32 ans, on a fait 42 ans de carrière. J'ai eu la chance de visiter plein de belles entreprises, de faire plein de choses très intéressantes. Et en plus, j'ai des passions telles que la moto, ou la voiture ancienne, ou le golf, ou d'autres associations pour aider les repreneurs et créateurs. Donc, ce qui fait que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et pour moi, c'était une... certes, c'est moi qui ai créé l'entreprise, mais je suis très content de l'avoir cédé et puis de passer à autre chose. Et comme chacun sait, la vie est courte, donc il faut en profiter. Et à quelle vitesse est-ce que vous avez renoncé à comment dire? C'est pas renoncer, peut-être, c'est accepter que l'entreprise ne serait plus gérée comme vous l'avez gérée? Parce que ça, c'est un petit deuil quand même, non? Non, pour moi non, parce qu'en fait, déjà, alors c'est vrai c'est pas la même génération que moi pour les repreneurs, mais on partageait les mêmes valeurs. C'est important. Et ce qui fait que j'ai pas de ce genre de questions à me poser. Vous avez confiance? Ouais, absolument. Et en fait, ils gèrent l'entreprise comme moi. Et la confiance, elle a pris part à votre manière de développer votre entreprise? Oui, parce que on peut rien faire tout seul. Et c'est vrai que si on fait pas confiance aux collaborateurs, en fait, on n'avance pas. Enfin, c'est-à-dire que tout seul, je l'ai fait. On est très limité, c'est épuisant. Et puis, on peut pas non plus avoir toutes les compétences dans tous les domaines. Et c'est vrai que, alors, il faut faire confiance. Pour moi, c'est une obligation. Et il faut accepter le fait que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais globalement, est-ce qu'on va dire 90%, 95%, les chiffres ne m'intéressent pas trop à ce niveau-là. Mais il faut faire confiance de façon naturelle. Alors évidemment, ça nécessite aussi des bons recrutements. Enfin, faut avoir un management qui soit humain. Enfin, faut être sincère, faut être honnête. Mais pour moi, c'est ma façon de travailler, de faire confiance. Et c'est ce que je retiens. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Vous me disiez en préparant que vous êtes, vous œuvrez au sein de Réseau Entreprendre et puis vous êtes membre de l'APM qui accompagne les dirigeants à se développer pour développer leur entreprise. Donc vous devez croiser des chefs d'entreprise qui disent je comprends plus les gens aujourd'hui, les collaborateurs, ils ont des exigences, ils ont des comportements, j'arrive plus à suivre, ça fonctionne pas, je ne sais, j'ai plus le mode d'emploi. Est-ce que vous avez un regard là-dessus?
Disons, on le ressent également. Là-dessus, c'est évident. Vous nous rassurez. Oui, disons, le premier virage, c'était les 35 heures. En fait, avant les 35 heures, en fait, le travail était vraiment une source d'épanouissement. À partir du moment où ont été imposées les 35 heures, en fait, beaucoup de personnes étaient plutôt occupées à gérer les RTT et les loisirs. Alors, mais c'est l'évolution de la société et en fait, on a juste à s'adapter à ces nouvelles conditions-là. Il n'y a pas à discuter avant c'était mieux ou pas mieux. Même si on a une opinion, ça change rien. Donc de toute façon, il faut accepter les choses et puis aller dans le sens de l'histoire. Et c'est vrai que des notions comme le télétravail, il faut l'intégrer. La notion de discuter davantage les décisions avant de les appliquer, il faut l'intégrer. En fait, on n'a pas le choix. Hein, donc, mais après, c'est toujours un peu la difficulté. C'est en fait, on retient toujours l'arbre qui tombe dans la forêt et on ne regarde pas la forêt qui pousse. Hein. Donc, c'est vrai que sur un effectif de 50 personnes, c'est toujours plus compliqué sur quelques personnes, mais globalement, il y a des gens qui sont très brillants et qui remplissent parfaitement leur mission. Donc, moi, je reste plutôt concentré sur les choses qui vont bien quand même, parce que le négatif est très polluant. Et puis parfois, si c'est 3%, 5%, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se polariser là-dessus ? Faut pas les occulter, ça c'est évident. Mais je pense qu'il faut rester sur les choses qui fonctionnent bien. Et surtout, c'est pas parce qu'ils ont plus d'exigences qu'ils ne vont pas délivrer un travail de qualité ? Exactement. Et puis après, il y a l'intéressement, c'est-à-dire que nous, on a toujours été transparents sur le nom des clients, etc. Et après, c'est à chacun c'est au niveau du management d'expliquer un petit peu l'ampleur. Si on a une grosse commande, voilà, on a tant de postes à livrer, c'est Renault ou c'est Mercedes, etc. On donne le nom, Mercedes, tu connais. Voilà, on met pas de limite. Enfin, on est transparent. Et en fait, les préoccupations clientèle qu'on a, en fait, on les explique aux collaborateurs et on n'a pas à faire écran. Enfin, la parole du client, il faut qu'elle arrive jusqu'à l'opérateur. Et ça crée de l'engagement. Et ça crée de l'engagement, ouais. Et de la fierté aussi, parce que... Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça se comprend, ouais. se comprend bien. Et vous-même, comment est-ce que vous avez réussi à justement trouver le bon équilibre entre vie professionnelle et puis le reste Alors, la vie professionnelle, c'est une facette d'une vie. Hein. On a chacun une vie familiale, une vie de couple, une vie avec des loisirs et autres. Et moi, j'ai toujours préservé le sport, déjà. C'était le squash, le vélo, la moto aussi, moto moderne et récente. Je fais partie d'une association de motos anciennes. Et également les voitures anciennes. Donc en fait, je pense qu'il y a une nécessité de se ressourcer à l'extérieur de l'entreprise pour revenir plus fort dans l'entreprise. Et vous aviez sanctuarisé des moments de la semaine ou Oui. Pour le sport, c'était un soir par semaine qui était réglé. Parce que si on fait pas ça, on saute une semaine, une deuxième, etc. Et faut se l'imposer. Qui plus est, il y a un partenaire dans un jeu. Oui. Donc, ça aide. On a un devoir de respect des engagements. Mais il y a une contrepartie, c'est-à-dire qu'en fait, on progresse dans le sport, on améliore l'endurance. Pour l'aspect cardiaque, c'est comme ça a plein de vertus, etc. Et puis, on grandit avec le partage et les échanges extérieurs. C'est vrai que si on reste exclusivement dans son environnement professionnel, on tourne un petit peu en boucle. Donc, moi, l'idée, c'était effectivement de s'ouvrir. Et de donner aussi, parce que à Réseau Entreprendre, on donne plus qu'on ne reçoit. Et puis, vous faites partie d'un club service. Alors, je vous laisse le prononcer. Donc, c'est un club service, c'est le Kiwani. La vocation, c'est de pouvoir aider les enfants en difficulté. Donc, on réalise des actions sociales qui nous permettent de financer ces actions-là. Donc, c'est vrai que de pouvoir, par nos actions, de pouvoir aider un certain nombre d'enfants à progresser dans tel domaine, pour subvenir à des soins pour des maladies rares, etc. C'est un côté quand même très intéressant. Et puis, ça permet de faire un peu le retour. Moi, j'ai été aidé, donc c'est bien d'aider. Et justement, est-ce que vous parliez de RSE tout à l'heure, est-ce que vous encouragez l'engagement de vos collaborateurs ou est-ce que vous menez des actions ensemble parfois ? On mène des actions ensemble, mais pour nous, c'est naturel. Enfin, disons, l'idée de jeter des produits réutilisables, c'est stupide. Enfin, et donc, déjà, il n'y a pas d'émanation de fumée, il n'y a pas de polluants. Enfin, le concept de production est fait pour qu'on ne pollue pas. Donc on a beaucoup de produits qui transitent entre nos fournisseurs et donc l'entreprise, et tout ça depuis 25 ans, c'est des caisses réutilisables.
Donc, Des caisses en bois, des caisses en plastique. en plastique. Parce qu'elles sont robustes. Ouais. Et puis on peut les empiler. Enfin, il y a des vertus, il y a des couleurs, on peut mettre des éléments dessus. Et donc ça, on l'a fait d'une façon naturelle parce que c'est vrai que de jeter 50 cartons par semaine, ça n'a pas de sens. Hein. Et le bac plastique est plus robuste. On peut l'empiler, on peut pas empiler des cartons. Et ça, tout le monde le voit. Et pour nous, c'est naturel. Mais dans les années 50, un emballage, il était tout le temps réutilisé. En fait, on jetait pas une palette, on jetait pas un carton, il était réutilisé à autre chose. Donc, ça me fait sourire à nouveau, à savoir que ce qu'on promeut aujourd'hui, c'est des choses qu'on faisait dans les années 60 ou 70. Hein. Oh oui, on revient au bon sens. Hein. On revient au bon sens, exactement. Et alors donc, bientôt, vous ne mettrez plus jamais un pied dans l'entreprise ou vous avez prévu quand même de garder un pied longtemps? Là, pour l'instant, on m'a demandé donc d'être encore présent jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Après, c'est pas moi qui déciderai en fait. Hein. C'est eux qui décideront. Wow. S'ils ont besoin de moi, ça sera avec grand plaisir, mais c'est pas moi qui m'imposera. Donc, mais je sais que la porte sera toujours ouverte. Et vous avez des envies de créer quelque chose de nouveau ailleurs? Non, je crois que... Alors bon, si je fais des choses parce que j'aime bien créer de mon côté. Donc, j'aime bien les éclairages LED, etc. Donc en fait, pour m'amuser, j'ai acheté une imprimante 3D et puis je fais mes petits dessins, mes petits prototypes. Mais c'est vraiment à titre personnel pour m'amuser. Hein, donc... Mais comme je n'avais pas l'intention d'investir dans des machines, etc., pour moi, l'imprimante 3D, qui plus est, elle est en 4 couleurs. Bon, ça me permettait de continuer à créer sans moyens, parce qu'une imprimante 3D, c'est très accessible. Bon, alors c'est vrai qu'il faut avoir une certaine aisance sur le dessin 3D, le paramétrage, etc., mais ça me pose pas trop de problèmes. Mais au moins, je pouvais créer toutes des pièces originales et parfois complexes. Uniquement pour le plaisir. Et vous n'avez pas été sollicité pour de l'enseignement ou des choses comme ça? Pour l'instant, non, mais je le fais au travers des webinaires. Oui. Mais ça, c'est en interne, enfin, c'est avec vos clients. Voilà, puis la formation, je la fais aussi à l'entreprise. Donc, oui. Et puis, c'est vrai que, comme j'ai eu un petit peu de temps, je me suis mis aussi au golf. Donc, déjà, j'ai un emploi du temps qui est assez... Le golf, ça prend des heures et des heures. Donc, j'ai un emploi du temps assez chargé. Donc, puis, je tiens aussi à faire des activités ensemble avec ma femme. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, c'est important. Oui, exactement, c'est important. Donc, c'est déjà un emploi du temps bien chargé, donc j'en reste là. Et qu'est-ce qui vous permet de continuer à espérer pour l'avenir? L'avenir pas de votre entreprise, mais du monde en général, et puis peut-être de la France en particulier. Alors, c'est vrai qu'on est à une période de transition parce qu'en fait, il y a le réchauffement climatique, il y a donc tous ces événements avec Trump, l'Ukraine, Gaza, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup le digital qui bouleverse vraiment toute l'économie, etc. Et je pense qu'on vit une époque extrêmement intéressante où il y a plein d'opportunités. Et c'est vrai que il y a deux façons de voir la vie. Hein. Donc, soit on se dit c'est mieux avant et c'est la fin du monde, ou soit on se dit il y a une opportunité et il faut aller dedans. Et c'est vrai que quand on regarde l'état de la France en 1945, il y avait vraiment tous les éléments pour être très négatifs. Il y a eu les 30 Glorieuses et la France en est très bien sortie. Et c'est vrai qu'en France, il y a énormément de talent. On a un paysage qui est extraordinaire. Enfin, c'est clairement le plus beau pays du monde. Et je pense qu'on n'en a pas assez conscience et je pense qu'il y a matière à faire plein de belles choses. Donc la France est à reconstruire, selon vous ? J'aime pas l'expression reconstruire, mais à consolider. À consolider. Mais en s'appuyant sur ce qui est déjà en place. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui partent travailler à l'étranger. Enfin, il y a des possibilités. Bon, ça c'est un petit peu inversé quand même ces derniers temps. Mais il y a plein de belles choses à faire. Et alors c'est vrai qu'il y a le poids aussi de l'administration qui devrait être allégé. Le métier de chef d'entreprise, c'est un métier qui est difficile. Et je pense qu'au niveau des normes, au niveau des aides, au niveau des contrôles, on devrait être un peu moins montré du doigt. Et je pense que si on pouvait être mieux soutenu, comme le sont par exemple les chefs d'entreprise en Allemagne ou aux États-Unis, on aurait beaucoup plus de chefs d'entreprise et il y aurait plus de création d'entreprise. Et c'est vrai que là-dessus,
au niveau du gouvernement, de l'administration, s'il y avait un plus grand soutien au niveau des créations d'entreprises ou seulement au niveau du maintien des entreprises, assurément, la France se porterait mieux. Je pense qu'on a des ressources, admettons, d'alléger les contrôles ou de faire moins de contrôles systématiques, etc. Ça coûte rien du tout, ça ferait des économies et ça donnerait de l'allant à tous les chefs d'entreprise. Et là, on est trop serré, on n'a pas assez de liberté. Enfin, c'est de retaxer une nouvelle fois les entreprises pendant un an. Bah oui, c'est bien, c'est génial, on va récupérer de l'argent. Mais qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va repartir sur la délocalisation. Les dividendes ne vont pas être versés, donc les investissements vont aller à l'étranger, sur les fonds de pension américains. C'est vrai que de charger, c'est rarement la formule. Quand on regarde ce qui se passe, encore une fois, aux États-Unis ou en Allemagne, un patron allemand, il est respecté, on l'aide, etc. Aux États-Unis, on vénère les patrons. C'est quand même les chefs d'entreprise qui font donc la grandeur d'un pays. Enfin, qui créent la richesse. Qui créent la richesse d'un pays. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est des notions où on devrait être plus sensible à ça et arrêter de charger un peu les chefs d'entreprise. Parce que sans chef d'entreprise, il n'y a pas de grandeur d'un pays. Ça, c'est dit. On est sur RCF. Je vous pose une question un peu décalée. On a tous un chemin spirituel. Comment est-ce que votre vie d'entrepreneur a nourri ce chemin? Est-ce que vous avez compris des choses qui ont nourri ce cheminement? Moi, je suis catholique. Disons d'avoir une vision et d'avoir un chemin au-delà des choses matérielles. Je pense que c'est important, ouais. Et ça m'a aidé. Ça vous a aidé à des moments plus difficiles ou ça vous a aidé à y croire, à croire en l'homme, tout simplement? Oui, à croire en l'homme, je pense, ouais. Mais c'est difficile à expliquer, mais je pense qu'il y a quelque chose. Ouais. Merci, Jean-Paul Loraillé, pour ce beau témoignage, parce que vous nous avez transmis beaucoup d'énergie par tous les exemples, toute cette attention à vos clients et à vos collaborateurs que vous avez déployés pendant en tout cas les 32 ans au sein de ces systèmes, que vous continuez à instiller un petit peu en aidant vos repreneurs. J'espère que nos auditeurs auront apprécié cet entretien. Merci pour votre venue. Merci beaucoup pour cet entretien. C'était très intéressant et très enrichissant. Merci beaucoup.